Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à Koh Lanta Fidji. On se retrouve pour une nouvelle saison de Koh Lanta Fidji qui commence vendredi sur TF1 et pour en parler, je suis en compagnie de Charles Descamps, rédacteur en chef de Pure Média. Salut Charles. Salut. Alors bon, on va commencer par le plus gros, ça va être les nouveautés. Il y en a énormément cette année, c'est même assez compliqué de tout expliquer en texte déjà. On a tous les deux fait notre article sur le premier épisode. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques mots, on va dire, ce qu'il faut retenir ? Je vais essayer. En fait, il y a deux nouveautés majeures. Il y a d'une part le fait qu'ils ont décidé de partir sur un affrontement entre les jeunes et les vieux, enfin les seniors contre les juniors, etc. Qui a un changement dans la composition des équipes, tout simplement. Et ensuite, il y a un deuxième changement qui est la création d'un nouveau lieu, un troisième lieu de vie, comme ils appellent ça chez TF1 et ALP, qui est le Paradis Perdu. Le Paradis Perdu, c'est un lieu sur lequel vont pouvoir se rendre chaque semaine un couple, enfin un binôme formé d'un rouge et d'un jaune qui vont devoir coopérer, collaborer pour essayer de trouver des avantages qui sont cachés dans des coffres. Donc comme le souligne ALP et TF1, c'est historique, c'est la première fois de l'histoire de Koh Lanta que des jaunes et des rouges vont en fait déjà se parler, puisque normalement les deux équipes sont hyper distinctes. Ouais, ils essayent à fond d'éviter. Donc c'est la grosse nouveauté pour eux cette saison, c'est ça. On casse les codes, on casse cette opposition entre les équipes, on crée des moments où ils vont pouvoir se parler, des moments où ils vont pouvoir éventuellement monter des stratégies, et surtout donc chaque semaine ce binôme composé d'un rouge et d'un jaune qui part sur ce paradis perdu pour trouver des avantages. On le voit d'ailleurs, le paradis perdu, c'est un peu l'île au trésor d'il y a un an. C'est un peu ça, oui. Avec la différence où il y a 11 coffres cette fois-ci et pas un seul, avec le petit anneau doré. Oui, voilà. En fait, l'île au trésor, il y avait un seul trésor, c'était l'anneau qui assurait d'une place directement à la course d'orientation. Là, on ne connaît pas la nature des avantages en question. Il y a 11 coffres, il y a donc 11 avantages. On en connaît un puisqu'on a vu le premier épisode, on ne va pas le spoiler. Alors, on peut le dire parce qu'ils l'ont dit déjà publiquement. Donc, effectivement, c'est un collier d'immunité, mais qui est coupé en deux. Voilà, il y a deux moitiés d'un collier d'immunité. Évidemment, les deux moitiés ne sont utilisables que l'une avec l'autre. Il n'y a qu'un collier, enfin, ça ne s'utilise qu'entier. Donc, ça implique d'office qu'il va falloir une alliance donc, entre ce rouge et ce jaune dont nous, on connaît l'identité, qui le trouvent parce qu'ils ne pourront pas l'utiliser seuls. Et donc, ça implique de la stratégie. Qui va le prendre ? Est-ce qu'ils vont le prendre pour eux ? Est-ce qu'ils vont le donner à quelqu'un d'autre ? Surtout, est-ce qu'ils vont le dire qu'ils ont, est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont trouvé la moitié ? Qui a enfin, forcément, l'autre moitié, ils savent qui c'est. Mais oui, ça pose beaucoup de questions, potentiellement. En tout cas, ça crée un deuxième niveau de stratégie dans l'émission. Il y a déjà la stratégie de base avec qui je me mets bien dans mon équipe et avec qui je veux aller au bout. Et là, maintenant, je me retrouve en binôme avec quelqu'un que je n'ai pas choisi. J'ai pas vraiment choisi ou je connais pas vraiment, je le prends un peu au pif parce qu'il est dans l'équipe adverse, et avec cette personne dans une deuxième partie d'aventure, comment je vais bosser avec elle pour une fois que les équipes seront complètement renouvelées. Voilà. Ça va être, je pense que c'est ça d'ailleurs qui va être vraiment le plus intéressant, parce que si le premier épisode avec deux équipes bien distinctes est assez classique dans son fonctionnement, c'est vraiment dans 10 jours où là on va pouvoir constater si oui ou non ça valait vraiment la peine de bouleverser les deux équipes. Oui, c'est ça, on le sait déjà, donc on nous l'annonce dès le début. Au bout de 10 jours, les équipes sont complètement refaites. On ne sait pas encore comment elles seront refaites. Donc ça veut dire que les premières alliances des jeunes d'un côté et des vieux de l'autre, elles ont une durée de vie assez limitée, sauf si elles tiennent suffisamment longtemps pour durer après la réunification. Donc c'est une vraie question, une vraie nouvelle question dans Koh Lanta. Et la deuxième, c'est, je sais plus ce que je voulais dire. Le fait est déjà, moi je trouve que la stratégie est un petit peu moins mise en avant dans ce premier épisode, en tout cas au niveau des candidats et pas au niveau des règles du jeu, parce que là les règles du jeu elles sont clairement faites pour qu'il y ait de la stratégie, mais au niveau des candidats, vu qu'ils sont conscients que dans 10 jours ils vont devoir visiblement changer d'équipe, ils ont moins tendance à se dire je vais aller l'éliminer, etc. Tu en as évidemment, mais t'as moins ce réflexe là, donc je trouve que c'est assez intéressant, surtout par rapport à la précédente saison où il y avait eu Clémentine qui avait été hyper stratège, etc. Mais d'ailleurs Clémentine elle a été complètement assumée de la part de la production. Oui, bien sûr, mais effectivement ce qui est intéressant c'est ça, on vous pose une nouvelle étape de cette aventure, à vous candidats.
Donc vous le savez, dans 10 jours, vous aurez une deuxième aventure qui commence avant une troisième aventure. Donc ça crée énormément d'incertitudes. Ça rebat les cartes, évidemment. Après, est-ce qu'au quotidien, quand nous, on va regarder Koh-Lanta en tant que téléspectateur, est-ce que ça va vraiment créer suffisamment de rebondissements ou est-ce qu'au contraire, ça peut jouer contre l'émission dans le sens où personne ne voudra rien faire parce qu'ils auront tous peur du deuxième coup et du troisième coup? C'est une question qui se pose en tout cas. Il n'y a plus que la réunification qui doit être pris en compte en fait par les candidats. Non, c'est ça. Je pense que ça change pas mal la donne. Mais globalement, est-ce que toi, ça fait des années que tu suis Koh-Lanta et est-ce que cette nouvelle saison, par rapport à la précédente au Cambodge, qui était peut-être un petit peu plus classique dans son fonctionnement, est-ce que là, cette saison te donne un peu plus envie, les nouveaux enjeux avec les vieux contre les jeunes et le paradis perdu, ça change quand même ça c'est une question, personnellement la saison dernière avec les 3 équipes, c'était vraiment on a cassé quelque chose, on a reconstruit un truc tout à fait nouveau, même si ça a duré que 3 ou 4 épisodes. C'était vraiment, ça a choqué les candidats, ça a secoué les téléspectateurs. Là on revient sur quelque chose d'hyper traditionnel, les jeunes contre les vieux, même quand on les met pas les uns contre les autres, généralement ça se fait parfois tout seul dans les saisons, donc ça c'est pas hyper novateur. Et TF1 a beau insister sur le côté historique de ce paradis perdu, à l'image en fait, quand on regarde l'épisode, on n'est pas c'est ça quoi, on n'est pas dérangé dans nos habitudes, donc il faut vraiment voir ce que ça donne sur plusieurs épisodes. Moi ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'on a une atmosphère assez différente de la saison précédente, parce que en tout cas pour ce premier épisode, en fait c'est assez léger. Surtout chez les jeunes. Voilà. moi, c'est ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'a pas plu de tout l'épisode. Ah oui, mais c'est une autre ambiance. C'est vrai qu'on avait été habitué à la pluie un petit peu, mais non, il y a des candidats qui se révèlent par leur bonne humeur, le fait qu'ils sont contents d'être là. Depuis que Koh-Lanta est revenu, donc en 2013, si je dis pas de bêtises, les candidats sont quand même plus sportifs. Enfin, c'est des profils qui sont plus compétiteurs, donc on a perdu parfois un peu cette légèreté, cette bonne humeur. Là, on la retrouve très rapidement. Il y a des affinités qui se font très vite entre certains candidats. Ça devient une vraie bande de copains, en fait. Le fait est qu'ils soient vraiment les jeunes. Ouais. Les jeunes sont plus frais, on va dire, que les vieux, qui sont peut-être plus sportifs, plus stratèges. Et ils sont plus frais en termes aussi de ce que nous, on est habitué à voir dans Koh-Lanta. Peut-être, effectivement, que le fait de les avoir tous mis ensemble... et puis, ça répond, et ça répond aussi à des questions. Est-ce que forcément les vieux seront mieux organisés et plus sages? Et est-ce que les jeunes seront un peu foufous et feront n'importe quoi? C'est des a priori qu'on a forcément quand on commence à regarder ce premier épisode, et assez rapidement on voit si oui ou non, mais ça on va pas le dire. Voilà, on va pas le dire, et puis on n'a pas trop le droit par des candidats parce qu'ils ont mis un point d'honneur sur le fait qu'ils voulaient pas qu'on dévoile le profil des candidats, parce que c'est vrai que cette année on parlait du fait qu'il y avait beaucoup moins de clichés. Ça fait du bien en fait, surtout chez les jeunes qui est moins les clichés, même si il y a quand même quelques têtes, vous verrez dans le premier épisode mais en même temps du lot, on râle sur les clichés, mais heureusement qu'il y a les clichés. C'est ça, exactement. Et puis parfois on a des personnages, on croit pas qu'ils existent en vrai, et en fait tous les gens qui sont dans Koh-Lanta sont des vraies personnes, forcément qui sont un peu plus grands que nature, comme on dit, qui sont un peu voilà, il faut que ce soit intéressant de les regarder. Là je suis désolé, dans ce premier épisode d'ailleurs, du côté des seniors, pour dire ça poliment, il y a des candidats qui sont complètement inexistants, et il y a ça tous les ans dans Koh-Lanta, et personne s'arrête en disant oh ouais, il y a des gens chiants dans Koh-Lanta. Oui, il y a des gens normaux, donc il y a des gens qui ont c'est ça, il y a des gens normaux. Il y a des gens normaux, les gens normaux font des très mauvais personnages de télé-réalité. L'année dernière, enfin la saison dernière, donc il y a pas très longtemps, Sébastien, qui était un très grand aventurier, c'était quand même quelqu'un qui il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, donc certains disaient il est très méritant. Et en revanche, le regarder à la télévision, c'était pas un personnage, c'était difficile de développer de l'affect pour lui, que ce soit de l'affect positif ou de l'affect négatif, et c'est aussi ça la télé-réalité. Bon, globalement, est-ce que quand même on conseille les gens de voir ce premier épisode ? On conseille toujours aux gens de regarder Koh-Lanta, c'est une évidence. C'est vraiment ce qui se fait de mieux dans la télé-réalité, dans la télé-réalité au sens, je vais dire noble, enfin c'est peut-être un peu exagéré, mais... ça reste quand même une aventure avant d'être une télé-réalité, même s'il y a toujours des témoignages, et puis quand même, les îles Fidji, c'est superbe, ça c'est un truc sur lequel ils ont beaucoup insisté, c'est les paysages sont paradisiaques, et c'est vrai qu'on a vraiment cette impression-là à l'image, ça se voit énormément. Et puis, effectivement, il n'y a pas de pluie. Alors, Alexandra Roche-Joubert m'a dit qu'il y en aurait dans les épisodes suivants. Alors, j'y crois, mais effectivement, c'est vrai que par rapport au Cambodge, c'est un peu le jour et la nuit. Non, mais oui, c'est très beau. Après, ça, encore une fois, c'est très personnel. Moi, les paysages, généralement, je les trouve assez semblables, et je regarde pas plus une saison qu'une autre parce que ils sont dans un endroit plus joli ou un endroit moins joli. Mais bon, chacun regarde aussi pour ses raisons à lui ou à elle. Donc oui, j'imagine que c'est vrai que c'est très beau.
Après, est-ce que c'est une raison de supplémentaire de regarder Koh-Lanta cette saison? Je suis pas sûr, mais voilà. Mais c'est un fait, c'est très beau parce que du coup la saison prochaine, quand ce sera plus moche, est-ce qu'on dira ah oui, non, on c'est va pas être les déçus. Fidji, donc, Bon, dans tous les cas, j'imagine qu'on pourra retrouver chaque vendredi soir sur Pure Média les résumés minute par minute. Forcément, presque minute par minute. Ouais, c'est un standard de Pure Média, donc tous les vendredis. Avec la fameuse citation en fin de avec soirée. Le débrief, non, la citation, il y a quelques années, effectivement, on notait tous les mots un peu comment dire, empoulés qu'utilisait Denis Brognard dans ses commentaires. Il a arrêté, donc on est un peu déçus. Mais oui, le débrief, il y a le résumé traditionnel et après, on s'amuse à dire un petit peu ce qu'on pense précisément de l'épisode. C'est ce qui est le plus intéressant. Et puis, de notre côté, nous aussi, on essaiera un peu de suivre tout ce qui se passera dans cette nouvelle saison qui commence vendredi sur TF1. On se retrouve bientôt, peut-être pour la prochaine saison, une All Stars ou je ne sais quoi. Enfin, en tout cas, ça promet pas mal de surprises. Salut à tous.